Et cari amici Durchini, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce, et si je dis pas de bêtises, déjà septième rendez-vous de Génération Durchine, chaudement par l'actualité. Donc, quand on enregistre ce septième podcast, on est week-end après l'impérieux Bastia Ajaccio, enfin Ajaccio Bastia plutôt. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est voilà pour vous remettre un peu les les choses dans le contexte au moment d'enregistrement. Et cette fois-ci, donc, je suis en compagnie, bon, pas de Virginie, ma Virginie n'est pas disponible, mais aussi d'un très bel invité. J'étais très content de l'avoir parce que ça a été le 6, entre guillemets, de mon adolescence avec mon grand-père pendant toutes ces années en Ouest, en tribune Cahuzac. Je suis fier et très heureux d'accueillir Johan Gomez. Johan, comment tu vas? Et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, écoute, je vais très bien. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir un peu, de reparler du Sporting notamment et de réévoquer tout ça, ces bons souvenirs. Mais ça fait un plaisir en tout cas d'avoir vu que tu as répondu aussi vite. Mais écoute, sans plus tarder, on va rentrer les pieds dans le plat. Donc toi, tu es un gars du Rhône, Johan. Tu as commencé, on va commencer par le début de ta carrière. Hein. Tu as commencé raconte-nous un peu, d'après ce que j'ai lu. Donc, tu commences ta post-formation ou du moins, je pense, ton enfance du côté de Villeurbanne. Je pense que c'est le quartier ou peut-être le quartier, la ville du moins où tu étais installé sûrement avec tes parents, avant que tu commences ta carrière professionnelle à Lyon. Comment ça se passe? Tout ça, raconte-nous un petit peu. Bah, moi, j'ai mis les pieds dans le monde du foot hyper jeune, vers 5 ans, parce que tu évoquais Villeurbanne. Villeurbanne, c'est pour ceux qui connaissent pas très bien, c'est vraiment collé à Lyon. C'est une Ouais, c'est ville une assez petite heure d'après importante. ce que j'ai vu. Hein. Une petite heure de route, non? Même pas? Oh non, 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 non. Villeurbanne, c'est collé au 6e arrondissement, au 3e Ok, de ok. Lyon. Donc, c'est limite un arrondissement de Lyon. Alors, moi, j'avais mon grand-père qui entraînait et qui avait joué dans un tout petit club qui n'existe plus maintenant, à Villeurbanne. Mhm. Donc, j'ai mis les pieds à l'âge de 4-5 ans dans ce club-là. J'ai fait mes Une débuts parce famille que de mon grand... footeux, du coup. Une famille de footeux, du C'est coup. ça, ouais. Ouais. C'est mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel et ses frères jouaient là-bas. Donc, forcément, c'était le chemin naturel pour y aller. Moi, je vivais là où vivent toujours mes parents, à Dessines. Dessines, c'est là où se situe le stade, le Groupama Stadium dans lequel joue l'Olympique Lyonnais maintenant. Mhm. Donc j'ai fait moi, voilà, mon tout début, mes premiers pas dans le foot là, à ce milieu-là. Je suis tombé dedans finalement, un peu comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombé Ok. dedans. Ouais, Mais très pour petit, jamais, du coup. c'est ça, tout petit. J'ai grandi un peu dans ce club-là. On a bougé un petit peu avec mes parents parce qu'on a vécu pendant 3 ans à Annecy. Donc j'ai joué à Ok. l'ASPTT à Annecy à l'époque, pour ce qui est dans les catégories équivalentes au Benjamin maintenant. Ok. Et, donc le terrain 7. Puis après, on est revenu dans le secteur. Donc j'ai joué à nouveau à Villeurbanne. Et puis c'est là que l'Olympique lyonnais m'a repéré à 12-13 ans. Et Et puis voilà. comment ils te repèrent justement? Je suppose que c'est les scouts de la région, enfin les éducateurs plutôt, parce que maintenant c'est plus, on dit plus scout, mais à l'époque je pense que c'est plus les éducateurs du coup qui voient des matchs, qui te repèrent ou qui viennent voir tes parents directement. Ouais, c'est un peu ça. Il y avait aussi des détections organisées par le district. Donc la détection se faisait là sur le terrain à Villeurbanne, dans lequel, enfin le terrain du club dans lequel je jouais. L'OL était venu. Du coup, ils m'ont vu. Un des dirigeants avait un contact chez nos dirigeants à nous à Villeurbanne, à la SEM de Villeurbanne. Et puis ils sont mis en contact. Voilà, on est intéressé par Johan. Et puis, ils m'ont convié à 2 entraînements avec d'autres recrues potentielles. Mhm. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc, quelques mois après, 3-4 mois après, j'intégrais le sport-études de l'OL pour ne plus le quitter et puis voilà, monter tout doucement tous les échelons jusqu'au niveau professionnel. Ça devait être quand même quelque chose, parce qu'à l'époque, je sais pas si les plus jeunes ça parle, parce que là on parle de l'OL maintenant, qui reste quand même un monument du foot français, attention, loin de là, mais à l'époque, quand Lyon vient de chercher, on parle de Lyon, c'est un mastodonte français,
et même une équipe dont même les gros européens ne veulent pas être retirés. On parle voilà de l'époque où Lyon voilà a fait ses 7 titres d'affilée en championnat de France, hein, qui n'a jamais été dépassé même pas par le Paris Saint-Germain version Qatari. Toi, tu es quelle génération qui est clos en même temps que toi? C'est les générations Bergogneau, Benzema, tout ça, ou tu es plus vieux ou plus jeune que ces joueurs-là? Alors moi, je suis de 81, donc Ouais, j'ai donc tu es plus vieux. 43 ans. Je suis Ouais, un tu es un petit peu peu plus plus. vieux que Hmm, Brian Bergugno que tu as ok. évoqué. Hmm. J'ai 6 ans de plus que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa qui sont de 87. Ouais, Ah, eux, 87. avec Brian, on a quand même beaucoup joué ensemble parce qu'on s'est retrouvés à jouer ensemble en pro et en réserve. Mais moi, ma génération, c'est clairement pas la meilleure, hein, parce qu'on n'est que deux à avoir été intégré au groupe pro. Il y a Nicolas Puydebois qui était un gardien de Oui, but et qui a été le deuxième gardien gardien. qui a été à Strasbourg aussi, enfin qui s'est un peu relancé après à Strasbourg, enfin où il a plus été titulaire que second couteau à l'époque pendant longtemps. C'est exactement ça. Donc lui, c'est ma génération. Avant moi, il y avait la génération de Florent Balmont, Ouais, qui a quand même fait une très grande carrière. Et une génération de 79 dans laquelle il y avait Jérémy Bréchet, par exemple. oui, Et eux, qui a joué au gaz, qui a fini au gaz d'ailleurs. exactement, qui a fini au gaz, mais entre-temps, qui a joué à l'Inter de Milan, qui a joué au PSV, PSV Eindhoven, Sochaux, etc., entre autres, c'est ça. et qui avait gagné la Gambardella, qui était peut-être la génération de référence à un moment donné, avant celle de Karim et d'Hatem Ben Arfa. Donc nous, on était un peu entre ces deux générations-là, pas forcément la génération sur laquelle on misait le plus, ça c'est clair. Je dis nous parce qu'avec Nicolas Puydebois, on a réussi à se faufiler pour aller jusqu'au plus haut niveau et ensuite faire partie du groupe qui, pendant 3 ans, pour ma part, de 2002 à 2005, c'est les années où on fait des quarts de finale de Ligue des Champions. C'est ça, ouais. C'est quasiment les plus belles années. C'est les années, Avec, ben voilà, avec justement, on parlait du PSV de Bréchet, mais ouais, c'est ça. le fameux quart frustrant, Voilà, c'est euh, ça. Le penalty sur Nilmar qui a pas le été fameux sifflé. penalty sur Voilà, Neymar, voilà, le ouais, fameux c'est ça. penalty. Il y avait penalty sur Nilmar. C'est Il ça. y a l'année, c'est pour être complet, l'année d'après aussi, moi j'étais parti à Bastia justement, l'année d'après où ils font aussi un quart de finale contre Milan, où ils faisaient vraiment peur à tout le monde là aussi. C'est vraiment quasiment les plus belles années de l'OL, maintenant qu'on a un peu de recul. Ah, mais c'est complètement, ça devait être fou quand même pour ton âge. Tu parles de Nico Puigbois, du coup, enfin, vous avez été du coup les deux seuls rescapés de l'aventure. C'est ça. Mais toi, ça devait être dingue à l'époque de t'entraîner avec un tel groupe. Hein, on parle de Michael Essien, parce que là, je peux citer Michael parce que c'est un ancien Bastien. Julinho, Chris, Cassapa, Coupé, Réveillère, Edmilson, Thiago. Enfin, il y avait des joueurs, tu avais des joueurs internationaux à tous les postes et limite même pas j'ai limite envie de dire limite référent à leur poste parce que il y avait Sinegovu, Wiltord qui était incroyable aussi. Tu as dû quand même avant de venir à Bastia quand même te sortir enrichi, surtout que bon, pour avoir un peu regardé tes débuts en monde pro, tu es une fois quand même sacré champion de France parce que tu fais 3 apparitions lors de l'année, il me semble, 2003-2004. Euh, Ouais, c'est ça. Alors, du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup d'apparitions en Ligue 1, donc je sais que c'est 6 apparitions. 6 apparitions, ok. 6 apparitions. Je fais 6 apparitions en Ligue 1. Bon, j'ai fait un nombre de bancs assez important. Après, ce qu'il faut resituer aussi comme contexte, c'est que aujourd'hui, il y a 18 joueurs sur le banc. À l'époque, il n'y en avait que 16. Donc, ça, Généralement, tu sais que les 16 c'était, tu es sûr de rentrer ou pas hors blessure, entre guillemets. C'était c'est plus ça. complet. Là, il y a des groupes à C'est- 23, par exemple, on voit des fois, hein. Voilà, des groupes à 23, il y a 5 changements aujourd'hui. Avant, il y avait que 3 changements. T'avais un groupe Largement de plus dur, largement plus dur. C'était plus compliqué déjà. Enfin, déjà être Mm. sur le banc de cette équipe-là, c'était une satisfaction. C'était une première étape. Après, arriver à jouer, quand tu étais un poste plutôt défensif comme le mien, c'était plutôt dans des circonstances où il fallait garder un résultat. Ouais. Voilà, ça relativisait un peu le truc et
Dans ce groupe-là, vivre avec ce groupe-là, c'était déjà assez extraordinaire pour moi. Et vu le niveau, enfin, on reviendra sur des joueurs qui étaient assez exceptionnels. Tu en as fait une liste assez importante, mais Ouais, c'est clair. c'était que des internationaux quasiment à tous les postes. Et si j'ai vu du coup, je te le disais en off, mais j'ai vu du coup en préparant un peu l'émission, et chose que je savais que voilà que tu avais un peu participé à voilà à au moins un titre, que voilà tu as joué une dizaine d'apparitions sous le maillot lyonnais. J'ai vu par contre, comme je te disais, que tu as participé à un match de Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai lu, c'est contre le Sparta Prague à domicile lors d'une victoire 5-0 et que tu as joué quand même quasiment presque une heure de jeu. Ça fait quoi? Voilà, tu as 19 ans, je crois, à l'époque, 19-20 ans. Tu évolues, voilà, comme on vient de le citer, à côté de monstres. Tu joues, voilà, un match de poule de Ligue des Champions pour ton club quasi formateur de ta région. Ça doit faire quelque chose quand même, non? Je te confirme que ça fait quelque chose, ça me fait encore quelque chose, tu vois, ça me donne encore des frissons d'y penser parce que pour nous, bon, c'était le dernier match de poule, l'équipe était déjà qualifiée, le coach avait choisi de mettre pas mal de joueurs sur le banc ou en tribune carrément parce qu'il n'y avait C'était pas qui le coach, d'enjeu. le coach d'époque d'ailleurs? C'était Paul Le Guen. Paul Le Guen, Paul Le ok, Guen Paul qui Le a fait Guen. les Je 3 savais plus saisons. si c'était Houillet ou je savais plus si c'était Houillet ou Paul à ce moment-là. Ouais. C'était Paul Le Guen, donc bon, il n'y avait pas d'enjeu pour ce match-là, mais ça se passait un 8 décembre, donc à Lyon, c'est assez Il fait froid. symbolique. Il fait froid, mais c'est assez symbolique le 8 décembre parce que par tradition, c'est un jour important. Enfin, c'est le jour. On célèbre un peu la Vierge Marie qui aurait sauvé, voilà, les Lyonnais de la peste. Donc c'est un pour les Lyonnais ce jour-là. Et ce Ouais. jour-là, il y avait beaucoup de joueurs du centre de formation sur les 16 joueurs. Et j'ai eu la chance de participer à ce match-là. Il y avait une ambiance assez extraordinaire pour un match qui n'avait sans enjeu rien du tout. Je pense que c'était aussi pour les suiveurs, pour les supporters. Déjà, la Ligue des Champions, il y a une ferveur particulière pour ceux qui ont eu la chance de vivre des matchs, ne serait-ce qu'en tribune. Mais en plus de ça, il y avait une espèce de curiosité à voir les jeunes du centre beaucoup intégrés, soit sur le banc, qui ont beaucoup, beaucoup participé à ce match-là. Un match en plus qui a tourné un peu à la démonstration parce que Bah, 5-0, 5-0 hein. et Et que et voilà. Gerland, en plus, à l'époque, c'était quand même quelque chose. On avait peur d'aller à Gerland, quoi. Donc, que ce soit Et, en France ou en Europe, hein, d'ailleurs. exactement, donc c'était assez phénoménal en termes d'ambiance, alors que, comme je te le disais, c'était un match sans enjeu, donc ça aurait pu être passé de manière totalement anonyme, mais les gens avaient adhéré à tout ça, et puis voilà, ça avait fait parler encore un peu plus du centre de formation de l'OL qui était à cette époque-là assez réputé, et ça nous avait donné un petit coup de projecteur sur les joueurs qui jouaient très peu, parce que devant nous, il y avait des phénomènes, comme tu le disais. Moi, j'étais en concurrence avec Michael Essien, Gila Diarra, Juninho. C'est Autant te très, très dire que, compliqué, hein. Très, très compliqué, ouais. autant te dire que j'ai été obligé de m'incliner, de les regarder jouer pas mal de fois, Ouais. mais ça reste des souvenirs assez extraordinaires, comme tu disais. Et du coup, passent ces deux belles années. On parle de pro, on parle pas bien sûr de post-formation, de formation. Arrive du coup la saison 2005-2006 où tu es transféré à Bastia, qui vient fraîchement d'être malheureusement rétrogradé en Ligue 2, enfin descendu en Ligue 2 du moins, et fêter accessoirement aussi son centenaire. Toi, du coup, comment ça se passe la transition Lyon-Bastia? Je suppose que tu arrives, c'est une supposition, hein, tu vas juste me confirmer ou non. Tu arrives en fin de contrat ou tu es encore en contrat? Tu as un agent qui te parle? Comment ça se passe en fait les liens entre les deux équipes? En fait, moi, du coup, j'arrive en fin de contrat, donc en 2005 à l'OL. J'avais quelques contacts avec des clubs de Ligue 2, notamment Grenoble, Lorient, un peu en amont, aux alentours du mois d'avril. Donc j'ai été relativement serein sur la suite des choses, que quand tu es en fin de contrat, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Malheureusement, Grenoble, qui devait me faire une proposition, ne l'a jamais faite.
Donc c'est un peu tombé à l'eau alors qu'on avait des bonnes C'est discussions parce que avancées. c'est parce que c'est pas très très loin, c'est pour ça, ou c'était parce que Ouais, c'est c'était plus pour une attache non, particulière? bah, du coup, j'avais le recruteur de l'époque au directeur sportif, Michel Rablat, pour le nommer. Enfin, connaissait bien le centre de formation de l'OL parce qu'il venait régulièrement voir les matchs. Il savait qu'il y avait de la qualité. Enfin, nous, l'équipe réserve, elle était toujours en haut du classement Ouais, bien sûr, ouais. du championnat SCFA. Donc, d'ailleurs, on avait croisé un jour le Sporting. Je pense que ils s'en souviennent encore de ce match-là à domicile. Je crois qu'il y avait Yannick Cahuzac d'ailleurs en face. C'est possible parce que Euh, ça coïncide avec justement les années gambardées là du Sporting où il y c'est avait justement tous ces joueurs avec Isolf, etc. Du coup, nous, on avait des belles générations. Enfin, le championnat de CFA était assez regardé finalement. Et donc, le recruteur était venu me voir. Il était intéressé. Il savait que j'étais en fin de contrat. Mais bon, malheureusement, il y a certains aléas, des choses qu'on ne maîtrise pas. Je me suis retrouvé donc un peu en fin de contrat et sans point de chute au moment de la reprise. Mon agent était en contact avec Bernard Casoni, donc, ils m'ont fait venir à l'essai. Ils m'ont fait venir à l'essai en stage à. Ils étaient en stage à Cluse. Donc, on était deux joueurs à être venus à l'essai. Johan Truchet, qui après a fait une carrière aussi en Ligue 2, et Ouais. moi-même. Donc, on avait participé à la fin du stage à un match amical aussi contre Dijon à ce moment-là. Et puis, ce match amical s'est globalement bien passé. Je crois qu'on l'avait gagné. Et puis voilà, Bastia retournait sur l'île de Beauté. Moi, je devais retourner aussi aller faire encore une semaine avec eux, mais entre-temps, enfin, parfois c'est assez bizarre le foot. Il y avait des recruteurs de Valenciennes justement qui venaient de monter en Ligue 2 dans les tribunes. Un recruteur de Valenciennes était dans les tribunes. Donc le week-end, je rentre à Lyon, pensant repartir la semaine comme c'était prévu avec Bastia pour passer encore une semaine. Et entre-temps, bah, j'ai eu un appel d'Antoine Comboiré qui voulait que lui, à son tour, me faire venir pour un match amical avec son équipe. Enfin, moi, je lui ai dit que j'étais déjà plus ou moins engagé avec Bastia à aller à l'essai. Euh, je me voyais pas aller faire un match amical avec Valenciennes alors que je devais aller à Bastia. Ça paraissait réglo. Donc, mon agent s'est chargé d'en parler avec Bastia. Valenciennes est revenu mais cette fois-ci avec une proposition de contrat, euh, sachant qu'il y avait Bastia en concurrence finalement. Ok. Voilà, sur ces entrefaites, moi, honnêtement, j'ai dit, bah voilà, Bastia, je ne peux pas venir à l'essai, j'ai une proposition entre les mains de Valenciennes, est-ce que vous voulez me faire une proposition? Et du coup, bah, comme ça s'était bien passé dans ce match amical, je pense que. Puis moi, j'avais plutôt envie d'aller à Bastia, hein. Ouais. Ils m'ont eux aussi fait une proposition qui s'est avérée vraiment être la même proposition financière et contractuelle. Donc, j'ai fait le choix de signer à Bastia. C'était sur Je me 3 ans, sens. non? Si je dis pas de bêtises à l'époque, ou de plus un. J'avais signé 2 ans. J'avais Deux signé ans, deux 2 ans. ans. Ouais, ouais. J'avais signé 2 ans. Et Valenciennes me proposait la même chose. Et financièrement, c'était exactement la même chose. Alors, c'est vrai que Bastia, c'était Bastia qui descendait de Ligue De Ligue 1 un. avec l'idée de remonter, avec le projet de remonter. C'était intéressant. Même si Et à puis, il y a côté, eu. justement, tu as une équipe jeune qui, bon, s'avérait très forte aussi, celle de Valenciennes qui monte. C'était quand même Ouais, c'était un choix un choix difficile. compliqué, C'était ouais, un choix un choix compliqué, ouais. difficile. Après, la qualité de vie a aussi fait pas Oui, mal, j'avoue. Et puis, le fait que ce soit eux qui soient présentés, enfin, qui m'aient donné une chance en en premier. Donc, premier, ouais. voilà. Ça s'est Finalement, fait du comme coup, ça. finalement, du coup, tu signes à Bastia, tu fais le bon choix, on dira. Tu Bah, restes quand même. après, quand on voit la fin d'année, on se dit que c'était pas forcément le bon choix parce que c'est Oui, Valenciennes qui est monté en fin d'année. c'est frustrant, C'était c'est un peu. sûr. Mais on parle en tant que Dourkin, en tout cas, Ouais, c'est ça. où tu fais le bon choix. Euh, et justement, on va parler enfin, dans ce podcast, c'est surtout moi, cette année, je m'en souviens comme c'était hier, hein, j'ai 12 ans, on est en Ligue 2, on doit remonter.
et on fait plutôt un bon début d'ailleurs de championnat. On a quand même une équipe assez compétitive. On a un Pierre-Yves André, Frédéric Ney. Mhm. Il y a quand même il y a quand même encore de sacrés joueurs. Il y a Nico Pinto qui est pas encore parti, il me semble, Mhm. Ouais, ouais, c'est qui est ça. pas encore parce qu'il part justement l'année d'après, si je dis Et pas par de l'année bêtises. d'après, oui. Il part l'année d'après, donc il veut rester. On a quand même des bonnes recrues aussi comme David Sauget sur le côté, Florent Laville d'ailleurs qui vient de Lyon. Mhm. Florent Laville, Arnaud Maire, Oui, voilà, oui. je vais pas citer l'intégralité, mais pour que les auditeurs comprennent aussi les plus jeunes aussi qui ne savaient pas qui sont ces joueurs, on parle quand même voilà, de bons joueurs de ballon. On avait largement une équipe euh, pour, euh, pour monter. Et il me semble, de mes souvenirs, que ça part d'une falade, enfin une falade pour qu'on se comprenne, voilà, une défaite qui nous fait tomber au classement lourde au Havre. Il me semble qu'on se prend 4 ou 6-0. Et à partir de là, on fait une fin de saison sur les 6 derniers matchs, à part qu'on était dans les premiers. Ça devait être dur quand même, à part que le Sporting dans l'ensemble fait une bonne saison et on s'écroule. Après mes souvenirs forcément ils sont un peu vagues. Je parle de quelque chose pour moi qui a quasiment plus de 15 ans, mais enfin même plus. Hein, vu que j'en ai 31. Euh, comment comment ça s'est vécu en fait cette saison qui a été vraiment des montagnes russes hein, d'ailleurs. Eh ben, en fait, la saison, elle est en plusieurs. Enfin, moi, dans mes souvenirs, on fait vraiment une belle saison jusqu'à la 30e journée. Alors, ça sera à vérifier, mais je crois que c'est la 30e Ouais, c'est journée qui est ça, un peu. 30 On est 31 30 31. On s'écroule vraiment à la fin quoi. à la 30e journée, on est encore en tête du classement. On avait plutôt une belle qualité de jeu. Tout le monde nous voyait plus ou moins voilà, dans les trois qui allaient monter. On s'appuyait sur, tu les as cités, Pierre-Yves André, qui est quand même qui a fait une excellente carrière à la fois au Sporting mais ailleurs aussi. Frédéric Ney, Florent Laville, David Sauget, Fabrice Jo aussi. Nico Pinto, on n'en parle même pas, mais voilà, il y avait vraiment une colonne vertébrale. Ben, et Pascal Camadini aussi, que j'allais oublier. Pascal, ouais, qui était Euh, à tes côtés, du coup, au milieu. Exactement. Donc, on avait quelques joueurs chevronnés, plus que trentenaires, hein, pour Pierre-Yves, Flo Laville, etc. Donc, on s'est appuyé là-dessus. Euh, et ça avait plutôt bien fonctionné parce que tout le monde nous voyait en termes de qualité de jeu et en termes de résultats, on était devant. Après, on est tombé sur voilà, Flo Laville se blesse à un moment donné. On a Pascal, je crois, qui se blesse aussi. Tu sais, on a des joueurs hyper importants qui sont pas là. On n'avait pas forcément un Il réservoir y a Né aussi extraordinaire. il y a Né aussi qui se pète, qui nous tue un peu, cette attaque aussi. Voilà, on a Fred qui est, voilà, des fois, des saisons, ça se joue à pas grand-chose. Euh, Après, comme tu, voilà, Yannick Cahuzac, Flo Ghisolfi étaient plutôt des jeunes joueurs, parce qu'ils étaient encore plus jeunes que moi. ouais. Enfin, ils le sont toujours d'ailleurs. Donc derrière, on n'avait pas forcément le gros réservoir pour pouvoir pallier à ça. Et on s'effondre un peu. On s'effondre à partir de là. Et après, ça a été une fin de saison cauchemardesque parce que on se voyait plutôt aller en Ligue 1 et on s'est retrouvé, on finit, je pense, la saison sixième, je crois. C'est ça, sixième. J'ai Euh, regardé juste avant, et sixième, à part qu'on avait 2 ou 3 points d'avance de base, et finalement, on finit à 6 points de Lorient troisième. on finit loin et puis Ouais, on fait une fin de saison un peu catastrophique avec un envahissement de terrain contre Caen, il me semble. On ouais. finit les matchs, on finit les trois derniers matchs à domicile. On joue à Nîmes avec une équipe hyper rajeunie. Enfin, je crois que les joueurs en prêt ne jouaient plus, etc. Donc, on finit, ça tourne un peu au cauchemar, quoi, alors que on avait les moyens vraiment d'accrocher la montée, et puis ça fait un peu basculer tout, parce que si on remonte dans la foulée, je pense que moi, pour ma carrière, ça aurait été peut-être Un autre tremplin, chose. ouais, un petit Et tremplin peut-être. parce que j'avais quand même beaucoup joué, je crois que je finis la saison avec 30 matchs joués sur 38. Tu finis exactement à enfin, 33 matchs, toutes compétitions confondues, mais en effet, j'ai bien regardé, c'est ta deuxième saison la plus prolifique au sein du Sporting. Voilà, c'est ça. Et même pour pour le club, ça aurait été remonté tout de suite. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Après,
On perd, voilà, Nico Pento s'en va. C'était le deal je pense avec le club de rester une année pour essayer de remonter. Ouais. Et puis après, on est dans une autre phase de reconstruction, quoi. On a raté vraiment le coche cette année-là. Ça reste le plus gros regret, je pense, que j'ai sur Les années les années Sporting. avec le Sporting, ouais, cette saison-là, parce que ça fait basculer le club et moi dans autre chose, de retrouver la Ligue 1 avec cette équipe-là, quoi. Malheureusement, par le terme du Sporting, parce que moi, quand je dis malheureusement, c'est pas péjoratif, c'est juste que j'en parle avec mes souvenirs d'enfant et de mon défunt grand-père qui m'a mené, donc j'ai des souvenirs vraiment très très clairs de toutes ces années-là. En plus, après cette année-là, comme tu viens de le dire, il y a vraiment en fait une reconstruction au sein du club. On va remonter de suite on va essayer de faire de notre mieux, j'ai l'impression. Je ne sais pas si trop d'accord avec moi, mais toi, en tout cas, pour parler surtout de toi, parce que bon, Bastia nous intéresse, mais c'est surtout ta carrière. Par contre, la seconde saison qui suit, une saison quand même assez marquante, hein, parce que bon, même si on finit plutôt dans le ventre mou, on finit 10e ou 9e, si je dis pas de bêtises, mais on fait quand même un beau petit parcours en Coupe de France. Où ce match, justement, où je me semble que je sais plus si tu l'as joué ou quoi, où on avait Alexandre Licata qui était en prêt de l'autre côté d'ailleurs. La seconde saison, toi, c'est là où tu joues le plus. Il me semble que d'après Transfermarkt, tu joues 33 matchs sur 38, 36 toutes compétitions confondues. Pour toi, là, tu es pas, je dirais pas à l'apogée de ta carrière, mais tu es dans vraiment en toute capacité de tes moyens à ce moment-là. Ouais, sur le plan personnel, pour la première, bon, c'était un peu la découverte de la Ligue 2, parce que je connaissais pas jusque-là. C'était être dans la peau d'un joueur qui joue régulièrement, plutôt titulaire. La deuxième, c'était pour confirmer, on va dire. Même si on reconstruisait, c'est une saison plutôt aboutie, parce que comme tu le disais, je fais 33 matchs. J'ai dû mettre 4 buts, ce que j'ai jamais fait après, je crois. Et puis voilà, ça se passe globalement bien pour moi sur cette saison-là, même si sur le plan collectif, c'était pas aussi abouti que la précédente. Il me semble d'ailleurs, Euh, tu parles de but, mais il me semble que cette année-là, tu mets un but contre Niort, une espèce de demi-volée là, qui s'en va en lucarne, je m'en souviens encore. C'est ouais, c'est ça. Bon, un des rares buts que tu as mis, mais je m'en souviens bien. la- l'avantage, c'est que moi aussi, je me souviens de mes buts, si tu veux. Parce que quand ils sont rares, tu vois, tu te souviens de tout, quasiment tous les buts que tu as pu mettre, c'est ça l'avantage. Mais ouais, comme tu dis, c'est un peu frustrant parce que c'est plutôt une bonne saison. Et puis, mais sur le plan collectif, tout ne tourne pas comme on a envie. Donc, malheureusement, on est un peu dans le ventre mou. Ouais, c'est des périodes où on est un peu dans le ventre mou, même si on fait quelques exploits. Je sais plus si c'est cette année-là ou c'est l'année suivante où on bat Auxerre notamment en faisant Ouais, un 3-1 à match assez. domicile. Hmm. On fait voir, c'est un très bon souvenir parce qu'on avait fait vraiment un super match et on leur avait vraiment laissé quasiment aucune chance, quoi, On sur marque ce très match. tôt, il y a un doublé de Pierre-Yves André en moins de 10 minutes. Enfin, c'était un match, c'était un des rares matchs qui m'avait marqué à l'époque parce que on entrait dans une nouvelle ère du Sporting et pas forcément la plus belle, mais c'était encore une des magies de la Coupe de France que le Sporting aime compter parce qu'il y avait quand même un peu plus de monde qu'accoutumé à Fouriagne, hein, Mm. parce que là, nous on Ouais, je parle, mais confirme. les jeunes qui écoutent ce podcast, là, ils voient des affluences de 10, 15. Enfin, là, le stade est en travaux, mais le 12-13 000 est devenu une norme à Fouriagne. Mais de ton époque, moi je m'en souviens, c'était pas du tout la mode d'aller forcément à Bastia. Et justement, ces matchs de Coupe de France où il y avait eu un peu plus de monde et une très grosse ambiance, comme tu le dis. Après, je sais plus exactement, voilà, c'était cette année-là ou l'année d'après, mais il me semble qu'on a même deux prêts avec Kafumba Koulibaly d'ailleurs, qui avait fait une sacrée demi-saison. Ça aussi, ça a été un regret de ne pas l'avoir gardé. Toi, du coup, quand même, mine de rien, dans ces périodes difficiles, parce que le Sporting entame une période difficile, on voit que ben, il y a pas de moins en moins de recrues, mais bon, ça recrute plus comme on dirait la première année où on était vraiment en mission montée en Ligue 1. Toi, au bout justement de cette deuxième saison, euh,
on te repropose de prolonger derrière, ou tu souhaites rester, ou il y a quand même des appels des sirènes? Bah, forcément, je me pose la question. Je suis en fin de contrat. Le club, on a commencé à discuter un peu avec le club. Le club voulait me prolonger, mais euh, ça avait pris un peu de temps dans ma mémoire. Puis j'avais d'autres contacts, notamment avec Guingamp, qui m'avait sollicité. Mais voilà, le Sporting m'a ensuite proposé de prolonger. Donc à ce moment-là, j'ai prolongé 3 ans parce que j'avais envie de construire quelque chose. Voilà, je suis quelqu'un qui reste généralement assez longtemps dans les clubs. J'ai pas fait beaucoup de clubs dans ma carrière, donc j'avais envie d'essayer de ramener le club là où il devrait toujours être, c'est-à-dire au plus haut niveau professionnel. Mais malheureusement, après, ça n'a pas tourné dans le sens que j'aurais souhaité, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, malheureusement. C'était bon. Du coup, cette fidélité pour toi, c'est là en plus moi où je suis vraiment curieux et tout à ton honneur et très beau de ce que tu nous racontes. Euh, Parce que bon, à cette époque-là, en plus, du coup, tu arrives à la troisième année, la moyenne d'affluence, je l'ai vu, elle est très basse au stade, elle est quand même à 3200. Bon, tu as toujours quand Mm. même 3200 entre guillemets fatigués, comme on dit, donc du coup, qui vont quand même pousser, mais c'est quand même assez maigre. Toi, qu'est-ce qui te fait en fait donner envie et c'est quoi? Tu avais déjà, c'est un peu un stéréotype de dire l'amour du maillot, mais tu t'étais attaché en fait à la région, à Haute pour voir, enfin, vouloir espérer ou continuer en fait chez nous. Parce que enfin, c'est une vraie question, parce qu'à l'époque aussi, voilà, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment, on arrivait vraiment dans un Sporting, on dirait à creux, quoi. Ouais, c'est pas la meilleure période du Sporting, hein, clairement. Le stade était dans une configuration qui est pas du tout la même que maintenant. Avec la petite Maintenant, Sud, elle est magique. toi, tu étais avec la petite Sud. Exactement, ouais, c'est Pour ça, ceux qui c'est connaissent pas, ça. tu es déjà allé dans cette Sud-là d'ailleurs, toi en tant que joueur ou jamais? Si, j'avais été en tant que spectateur quelques fois quand je Ouais, jouais pas. Ouais. Il ouais, y parce avait que quelques beaux spécimens de supporters, oui, si bon j'ose ça, parler comme ça. mais la fameuse Sud C'était, où si on faisait les touches, on voyait pas le ballon, par exemple. ouais, c'est ça. Oui, c'était vraiment particulier comme stade. Maintenant, ça ressemble vraiment à ce qui se fait de plus beau dans les stades classiques finalement. D'où les affluences qui sont quand même un peu plus intéressantes. Enfin, la qualité de Ça va avec, ça ça va c'est avec sûr. la qualité de réception est quand même bien meilleure que ce qu'il y avait avant. Ça favorise les spectateurs qui ont envie de venir quand même. Avant, il fallait vraiment être très motivé. Et comme les résultats ne suivaient pas forcément, bah forcément, c'est normal que le stade sonne un peu creux. Mais voilà, j'avais envie je me sentais globalement bien dans la région. Le groupe aussi, c'est le groupe qu'on avait pu constituer. Moi, j'étais assez proche d'Arnaud Maire, Ouais. Yannick Cahuzac, Jean-Louis, Flo Ghisolfi, Greg Lorenzi, etc. Il y avait quand même une ossature, Alexandre Licata qui était là aussi. Je Oui. me souviens d'une excellente ambiance entre nous. Alors après, forcément, on n'a pas eu les résultats qu'on aurait aimé avoir. Pierre-Yves aussi. Enfin, il y avait quand même voilà, Ouais, l'envie de il y avait- construire des choses ensemble. Donc, ouais, c'est ce qui a fait que la vie de groupe, a été du moins une raison principale aussi voilà, de ta longévité chez nous, hein, 5 ans, exactement. ce qui est pour maintenant le foot, on dira commun, ce qui commence à, maintenant au bout de 5 ans, on les appelle les anciens, donc tu aurais appelé les anciens, je sais pas si au bout de 5 ans on t'appelait comme ça, mais presque tel quel, parce que bon, en plus, pas pour te jeter des fleurs mais un peu, mais à l'époque, du moins voilà, dans ces années Ligue 2, tu es notre 6, tu es un des meilleurs joueurs de l'équipe. Toi, d'ailleurs, quasiment, en plus, sur toutes ces périodes-là, donc tu es même pas en plus en confrontation avec KU parce que vous jouez beaucoup à deux, ou tu joues un cran plus haut. Ça se passait bien d'ailleurs sur le terrain, que ce soit avec KU ou Guizol aussi, vu que tu parles de bonne entente entre vous tous. Bah, déjà, on avait globalement une bonne entente en dehors du En terrain, mais dehors, ouais. généralement, ça aide aussi sur le terrain. C'est vrai que c'est la deuxième année, plus encore la troisième année, c'est l'année
où KU émerge et Flo aussi, finalement. Ils prennent plus de place parce que Pascal s'en va, parce qu'il il y a moins de moyens aussi, peut-être pour recruter à ces postes-là. Donc, ils prennent la place et ils la prennent bien. On a pas mal joué ensemble parce qu'on jouait globalement à trois À milieux de 3. terrain. Donc, on a pas mal joué ensemble et c'était, euh, on appréciait à la fois se retrouver en dehors et aussi jouer ensemble, même si le club n'a pas forcément eu les résultats qu'on aurait aimé. Mais... In fine, en plus, tu n'as pas connu beaucoup d'entraîneurs pendant tes 5 ans à Bastia. Tu as connu quasiment pendant 3 ans et demi, 4 ans, essentiellement Bernard Casoni. Je suppose que pour avoir cette longévité-là aussi, ça se passait bien. Enfin, j'en déduis assez facilement, mais autant pas du tout. Mais je pense que ça se passait aussi bien aussi pour que tu restes prolongé et que justement tu sois inscrit dans ce groupe-là. Ouais, bah, globalement, c'est lui qui avait validé ma venue, donc ça change pas mal Ça aide, de ouais. choses. Il avait une confiance en moi. Ça s'est 80% du temps, ça s'est bien passé. Je l'ai eu pendant 4 ans, même si de mémoire, la quatrième année, j'ai quand même moins joué. Et puis après, voilà, au Sporting, c'est surtout sur ma cinquième année perso, l'année qui se termine par une descente. C'est là où ça a beaucoup bougé, où il y a eu Philippe Anziani, qui était Et puis un excellent, Adibedji, quoi. et puis Farouk Hadjibedjic ensuite à la suite. Après, ils ont été aussi tributaires de l'évolution financière du club, des choix, notamment en début de saison, l'année où Philippe Anziani prend la tête de l'équipe. Bah, il n'avait pas forcément beaucoup de moyens, il y avait beaucoup de jeunes dans l'effectif et on commence tellement mal que la saison était déjà quasiment jouée au mois de décembre, quoi. Donc, Et euh, justement, tu me fais la très belle transition pour parler voilà malheureusement de ce fin de voyage triste à Bastia. J'ai regardé que hormis justement la venue de Farouk Hadjibedjic où cette année 2010 tu rejoues un peu, tu joues 19 matchs. En fait, que ce soit en fait de la période 2009-2010 mais 2008-2009, c'est pareil. 2008-2009, tu joues beaucoup la première partie, mais en fait toute l'année 2009, tu la joues quasiment pas. Et je t'avoue que bon, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais c'était dû à quoi? C'était à manque, enfin, on te faisait moins confiance ou tu t'étais blessé? la saison 2009, ouais, elle est un peu particulière parce que du coup, Enfin, c'est plus l'année plus que la ouais, saison, l'année mais voilà. 2009. Ouais. Alors en fait, saison 2008-2009, je pense que bon, c'était toujours Bernard Casoni, mais Ouais. voilà, il m'avait mis un peu au placard pour dire la vérité. Ok. Alors pas forcément de son fait, mais plus du fait du président de l'époque. Alors pour des raisons que j'avais pas vraiment bien identifiées, hein. Moi, tu sais, j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait. Alors, je pense qu'ils n'étaient pas satisfaits de mon rendement à un moment donné. Mhm. Donc, pendant une période dans cette année-là, bah, j'étais vraiment au placard, mais vraiment placard de chez placard. C'est-à-dire que je m'entraînais, mais je ne jouais pas. Ils avaient décidé que je ne jouais pas et ils auraient souhaité que je m'en aille. Donc, je ne suis pas parti. Ok. Bah oui, Je c'est suis ce pas qui est parti. le cas. Du Et tu as coup, eu tu le des sais. appels, tu as eu des En appels f- quand même ou même pas? j'avais failli partir à Nîmes en prêt. Bon, ça s'était pas fait au dernier moment. Nîmes qui allait plutôt lutter pour la relégation. Ça s'était pas fait. J'ai jamais vraiment trop su pourquoi, si c'était le fait de mon salaire qui convenait pas ou etc. Bref, tout ça pour dire que bon, le club ne comptait pas trop sur moi. Ils souhaitaient peut-être passer à autre chose. Moi, j'étais toujours sous contrat, donc j'avais décidé de m'accrocher. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, la saison avançant, on avait fait le début de saison. Septembre, octobre se sont passés. Moi, je continue à bien m'entraîner. Et est arrivé le mois de novembre, de mémoire. C'était un match contre Lens où je pense que Flo Ghisolfi devait être blessé. Enfin, en tout cas, il y avait plus trop le choix au milieu de terrain. Et bah, le coach m'avait dit, bah écoute, en gros, on te sort du placard. Allez, c'est bon, enfin. C'était contre Parce que Lens qui jouait. t'as disait, t'es assez impressionnant quand même. C'est pour ça Ah, que je savais plus. là, ça durait pas mal de temps. Ouais, ouais, Là, ça durait bien c'est 4 pour ça. mois.
C'est ouais, mais même tout le plus, il me début de semble saison. quasiment, parce que le début de saison en 2009, 2010, tu la joues pas, et fin de saison non plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, soit il s'est blessé, c'est pas possible. Donc on va lui Non, non, demander justement. j'étais pas blessé, j'étais pas blessé, j'étais au placard une bonne Ça partie c'est pire, c'est le pire en une plus bonne pour. partie. Donc je m'entraînais pas mal avec la réserve. Il y avait, je crois que c'est l'époque où c'était Benoît Tavenot justement Ouais, très juste, qui ouais. était l'entraîneur de la réserve, accompagné de Frédéric Ney. Donc j'étais pas, voilà, je connaissais bien. Donc ça, voilà, j'ai essayé de faire le boulot avec la réserve. Je pense que mon état d'esprit a fait aussi que je me suis dit, bon voilà, t'es au placard, mais bon, prends du plaisir. Écoute, tu prends là, t'as la chance d'être footballeur pro, donc même si tu joues pas, il y a pire quand même que cette situation-là. C'est Et beau de puis voilà, relativiser même. Tu es un des rares, je pense, qui peut je l'ai pas, parler comme ça, je, mais c'est je l'ai beau pas, de. je te cache pas que je l'ai pas fait tout de suite, mais avec le Je temps, me doute, ouais, je me doute. je me suis dit, bon, bah, allez, on s'entraîne, on essaie de profiter de ce métier-là. Et puis, à un moment donné, ils auront besoin de moi. Et ça a été le cas. Alors, après, je suis ressorti du placard contre Lens, un match à domicile. Lens qui à la fin de la saison est monté, me semble-t-il. Ouais. Un match qu'on a perdu, mais j'avais fait le match qu'il fallait. Alors, j'avais pas mal de pression sur ce match-là, parce que je savais que si je me ratais, je retournais Bah, dans mon et en même placard. temps, Et puis, et en voilà. même temps, c'est pas un cadeau voilà, de Ouais, c'était pas un revenir, cadeau, mais de ma revenir du performance avait placard été. que contre Nantes, contre Lens, pardon, Contre c'est Lens, pas. ouais. Mm. C'était pas un cadeau, mais bon, c'était une opportunité que j'avais su saisir. Donc là, à ce moment-là, j'ai recommencé à jouer. Je crois que je suis plus trop sorti de l'équipe à ce moment-là, C'est de ben, ma mémoire, justement, sauf sur une blessure où je m'étais blessé à l'entraînement avant. justement, moi j'allais te demander, Avant. c'était du coup parce que Farouk Hadjibedjik arrive en décembre. En fait, c'est Farouk qui te réinstalle bien dans le groupe ou c'était même du coup légèrement avant avec Andy Agne, en fait. En sachant qu'en Euh, plus, il y avait la mission sauvetage en janvier où tu as pas mal de renforts qui viennent pour essayer de sauver le club. bon, là, ce que je te disais, c'était sur l'année précédente. Non, l'année d'avant, ok. Après, sur l'année d'avant. Donc après, je pense que je rejoue pas mal. J'ai, il me semble, une blessure contre Ajaccio, enfin où je reviens contre Ajaccio. Puis après, la saison se termine de manière classique. En fin de saison, avant la saison, début de saison 2009-2010, qui est ma dernière, qui est l'année de la descente, bah, les dirigeants et Philippe Anziani me disent qu'ils comptent pas sur moi pour cette saison-là. Mhm. Bon, il me restait un an de contrat, donc soit je trouvais une opportunité ailleurs, soit voilà, je Tu continuais sers cette de. Ouais. saison. Bah, il se trouve que j'ai pas vraiment eu l'opportunité que je souhaitais, quasiment pas, donc j'ai continué. Arrivé à la fin du mercato, Philippe Anziani bah, me dit que comme je suis là, que je suis pas parti, il va me réintégrer. C'est là où l'équipe était très jeune, parce qu'il y avait Ouais. c'était peut-être les débuts de Wabi Kazri, il y avait Christophe Gaffori. C'est ça, tu as les premiers matchs de Wabi, tu as un des premiers matchs de Wabi là, c'est vrai que tu as Christophe, C'était tu as aussi hyper tu as aussi rajeuni. ouais, tu as aussi les jeunes recrues, on peut penser à Guy Roland Nyangbo qui avait été dans le groupe aussi, mais qui avait Exactement. 20 piges à l'époque, etc. Donc, non, non, ouais, une équipe C'est ça. vachement Donc moi, rajeunie. je réintègre la fin du mercato. Au moment où je dois rejouer, là, je me blesse, je me fracture la pommette, donc j'en ai pour un mois à août. Je reviens, je pense, au mois d'octobre. Là, je joue un peu. Philippe Anziani est limogé. C'est les débuts de Farouk Adiebédic pendant lesquels je joue. Et puis après, avec l'arrivée des nouvelles recrues, je joue beaucoup moins sur la deuxième partie de saison. Désiré Periatambé arrive, Mathieu C'est Rovaille ça. arrive. Et puis voilà, Et j'intègre le Saint-Pentecôte groupe. qui a été d'ailleurs ton collègue, mais quelques années avant. Avant d'arriver justement dans ces 6 mois vers la fin de ce podcast-là, j'aurais juste une ou deux questions que tu m'as fait penser, tu m'as fait penser sur le moment. Tu parles justement de l'année précédente où tu te blesses contre Ajaccio. Est-ce que tu as participé de mémoire à, parce que je savais que justement le type qui jouait à ton poste, enfin, je parle de Hassan Kamara, qui joue aussi à ton poste et en DC. Est-ce que tu avais participé à ce fameux derby qui est pour moi un des plus beaux derbys que je me souvienne, le 6-2 contre la Oui, CA? oui, j'étais.
Ouais, j'y étais, Euh, ouais. J'étais Ça sur le devait être, terrain. J'avais bon, joué. ça avait été d'ailleurs un match pour l'anecdote. Le matin même, je m'entraîne avec le CAB, parce qu'à l'époque, je jouais un petit peu au foot au CAB. J'ai jamais été bon, mais voilà, comme tout gamin, on veut jouer au ballon. Le matin même, je me fais la cheville. Donc j'ai la plâtre, etc. Mon père ne veut pas que j'aille au match. Je vais quand même dans son dos au derby en disant ouais bon, on le gagne, au pire il y aura quoi, un ou deux buts, vous en plantez six. Ça a été une galère en Est d'esquiver la horde qui descendent à chaque fois les escaliers pendant toute une mi-temps, pendant les deux mi-temps. C'est pas une anecdote, mais ça doit être, je pense, un de tes plus beaux moments en derby, en sachant que bon, il y a eu aussi le derby justement l'année où on descend qui était fantastique, mais ça a dû être un de tes plus beaux moments en tout cas, je pense, non? Si tu peux un peu nous en Euh, parler de l'intérieur. ouais, c'était tous les derbys, c'est quand même des moments particuliers, hein, ça tu le sais, tu le sais. J'ai eu la chance, je crois que j'en ai perdu qu'un seul, c'est celui où l'année C'est du décès du l'année, voilà, président j'allais te le dire. Michel Toi, Moretti. tu en perds qu'un, et d'ailleurs, avant, tu l'as perdu de l'an dernier, oui, de l'an dernier, ça a été la dernière défaite du Sporting, hein. Donc, toi, globalement, on avait tendance à dire à l'époque que c'était un match arrangé. Bon, ça, on se Bah, taira. Oui, alors, dis-moi. moi, je te confirme que ça n'a jamais été arrangé, même si Ouais, il y avait eu des essais de beaucoup, notre ouais. côté. Nous, on n'a rien arrangé du tout. Alors, le destin a fait que peut-être qu'ils avaient un petit supplément d'âme ce jour-là qui fait Je que. pense aussi, oui. Et Je puis pense aussi. l'ambiance était quand même très particulière. Donc peut-être que nous, eux, ça leur a donné un peu de force et nous, Je ça nous a pense, peut-être un ouais. peu coupé les jambes. Mais bon, Euh, au global, au global, quand même, ça va. Pendant les 5 années, ouais. même si voilà, il y a eu des hauts et des bas, du moins au club, hein, on y viendra au très bas malheureusement juste après. Mais pour moi, après, je sais pas pour toi si un match voilà référence, mais pour moi, le 6-2 c'était vraiment un moment particulier. Il y a eu quand même une belle ambiance ce soir-là. Euh, Ça doit être quand même incroyable parce que bon, ça a été une des rares fois. Je peux penser aussi à ce Bastianime en Ligue 2 aussi où on gagne 6-1, où on gagne 6-1 contre eux. Mais ça a été une des rares fois où voilà, où il y a eu vraiment un score fleuve euh, avec Bastia. De le vivre de l'intérieur, enfin d'être même acteur majeur, ça doit être quand même quelque chose. Tout ce que tu fais, ça rentre et ça passe. C'est ça, il y a des matchs comme ça où tout va bien, où tout ce que tu fais, ça passe, un dégagement se transforme en passe décisive, c'est le genre de choses où tout roule, tu sais pas trop vraiment pourquoi. En fait, c'est un peu la magie du sport, la magie du foot. Du coup, après, il te reste des souvenirs assez extraordinaires. Mais globalement, pour moi, ces derbys-là, à Furiani ou à l'extérieur, ça a été des super moments parce que c'est des moments où le peuple basquet se mobilise pour aller montrer que c'est le club de la Corse et du coup, c'est des moments de ferveur assez extraordinaires, quoi. Je me souviens des tribunes qui étaient, peu importe où que ce soit à Furiani ou que ce soit à Ajaccio, ça a été assez extraordinaire en termes de ferveur. Donc ça reste des excellents souvenirs pour moi. Et du coup, bon, on parle du coup voilà, de ce derby aussi gagné, but de Pierre-Yves André. Là, tu parlais justement des jeunes pousses qui montaient. C'était aussi un des premiers matchs de Doumé Agostini, qui fait suite face à une blessure. Je sais plus c'était qui le gardien. Il me semble que c'était déjà Novaes en 2009-2010. Ouais, c'était ça, Ouais, je crois. C'est c'était ça. Macedo, hein, c'est Macedo déjà le gardien. Le gardien, on gagne. Euh, Comme voilà, il y a une revue quand même d'effectifs, il y a une mission de sauvetage pour cette ta dernière année de contrat et la dernière année malheureusement du Sporting en Ligue 2 pour l'époque. Euh, C'était radicalement frustrant. En plus, bon, pour toi, l'histoire est entre guillemets belle ou du moins paradoxale parce que avec ton ancien coéquipier Mathieu Robaille, on en a discuté de ce fameux match. Euh, pour vous faire un peu le record pour certains, même si avec Robaille on en a déjà parlé. Donc il y a la mission Sauvetage, comme tu l'as cité, il y a Robaille, il y a Désiré Pierre Tambay, il y a surtout Xavier Pentecôte qui revient. Hein, il avait déjà fait une très belle Mhm. année avec nous 2 ans auparavant, et là il revient pour les 6 mois où il est sur un nuage. Hein, il peut tirer de n'importe où, ça rentre. Et il y a ce fameux match contre Vannes, d'ailleurs qui va être ton futur club. Euh,
ce match contre Vannes, donc où c'est, j'ai envie de dire, un peu le scénario apocalypse, hein, il pleut, on gagne 2-1, on gagne 1-0 à la mi-temps, puis 2-1, etc. Euh, pour beaucoup, Mathieu nous a fait part que c'est un des pires moments de sa carrière, enfin ce match-là, un des pires moments, avec aussi le match contre Istres. Euh, Certes, après, voilà, je ne vais pas glorifier le mal, parce que loin de là, j'en ai chialé à l'époque, mais ça a été un des moments aussi pour toi, les plus douloureux, où il y en a pire, justement. Non, voilà, enfin, en fait, globalement, les derniers matchs où tu sens que t'es pas loin, mais que ça t'échappe. Le match de la descente, il y a un match à Tours où Ouais, et on en parle, il faut absolument beaucoup qu'on m'en gagne. parlent, ouais, beaucoup m'en parlent aussi. Il faut absolument qu'on gagne. Et en fait, je crois qu'on fait un match nul. Nul, C'était 0-0, ouais. l'avant-dernier. C'est 0-0 où il fallait absolument gagner. Voilà. On sait qu'on est mort, globalement, qu'on va descendre, enfin, peu importe ta situation au club, vivre une descente, c'est toujours hyper compliqué. Moi, j'en ai vécu une seule, mais ça laisse forcément des traces. Je me souviens des joueurs formés au club, les larmes aux yeux. Moi, ça m'avait ça te prend au trip, quoi, tu vois. Tu sais Hmm, que on voulait pas être les joueurs qui allaient faire descendre ce club-là, avec les risques que ça comportait. bien sûr. Donc ça, c'est vraiment les pires moments, je pense, les pires moments de ma carrière. À côté, j'ai vécu des moments difficiles où quand tu es mis à l'écart et tout ça, mais ça, c'est encore pire, je pense. En termes d'émotions, c'est des émotions négatives que t'as pas envie de revivre, quoi. Et ça laisse des Malheureux, traces à tout un club, ouais. je crois. Ouais, ça particulièrement, bon, là, on a vu que malheureusement, les antécédents du Sporting, là, le Sporting va mieux, mais derniers antécédents du Sporting ont été encore plus traumatisants que cette descente-là. Toi, après, justement, j'ai regardé plus de 120 matchs à Bastia, ce qui est quand même honorable et fort respectable, parce que bon, il faut y arriver au plus de 100 caps, donc déjà, bravo et merci à toi. Tu quittes du coup l'aventure sur ta dernière année de contrat, en sachant qu'en plus, malheureusement, tu laisses le club là, mais toi en plus, c'était d'autant plus dans une situation où, comme tu l'as dit, hein, tu jouais pas trop. On va arriver du coup à la fin de ta carrière et enfin, à la suite de ta carrière, parce que c'est pas encore terminé, et au reste du podcast. Du coup, malheureusement, tu décides de quitter le club et tu rejoins Vannes, si je dis pas de bêtises. Comment ça se poursuit tout ça? Alors moi, j'arrive en fin de contrat, donc fin 2010. Le club me propose pas de prolonger. Ok, donc le club te propose Euh, rien malgré la descente, non, hein. Ok. le club ne me propose rien. Le club, il y avait quand même pas mal d'incertitudes sur le fait de repartir carrément pour le club, hein, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mathieu Donc, Romain, même nous le dit dans le podcast, qu'en fait, ils le savent, genre, à la fin juillet, une semaine, en fait, avant la reprise du championnat, que Bastia est bien réintégré en national, quoi. Parce que de base, oui, ouais, ça c'est devait ça. être même en Et dessous, c'est vrai. parce que je crois qu'il me semble que c'est une année où le national est un nombre impair, hein. Je crois que Bastia, le Sporting est On était réintégré un 19, peu. je crois. On était 19 de base, je crois, une connerie comme ça. Ouais, 19 ou je crois que c'est 21, je ça, sais plus. ou 21 peut-être, Ouais, enfin, nombre impair, donc réintégré avec, voilà, que ça veut dire que ça a été limite pour le club. Donc le club ne m'a pas proposé, pas mal de joueurs en fin de contrat sont partis à ce moment-là. bien sûr, ouais. Moi ayant fait une saison globalement moyenne avec pas forcément beaucoup d'apparitions, je me suis retrouvé au chômage. Donc Ok, je suis rentré à Lyon. ok. Il se trouve que j'avais fait un essai au mois de septembre. J'avais participé au stage de l'UNFP. J'avais fait un essai au mois de septembre à 3, qui finalement Ça n'a pas été avait pas les concluant. moyens. Voilà, avait pris aucun joueur finalement. Et puis suis retrouvé à une année voilà, sans club. Ah, tu es resté quand même un an sans club, en fait. Je suis Euh, resté un an sans club. Ouais, je suis resté un an ok. sans club. Donc je suis Tu as quel revenu âge à sur ce moment-là, Lyon. en plus? À ce moment-là, 2010, j'ai 29 ans. Tu as 29 ans, ça doit être quand même pas évident, hein. Tu as 29 ans, tu as vraiment, là, on peut le dire, tu as cœur de l'âge pour un footballeur. Tu sais que tu peux être, entre guillemets, au prime de ta carrière et à la fois
À la fois, il te reste pas 10 ans devant toi, hein. Enfin, pour certains, oui, mais tu sais que tu es plus proche de la fin que tu débutes. Tu as dû quand même sacrément être balèze mentalement pour t'accrocher et continuer à y croire. Ben là, à ce moment-là, en plus, bon, je rentre, donc je rentre sur Lyon, enfin à côté de Lyon. Ma femme était enceinte à ce moment-là, du coup, ça Mhm. permet un peu de relativiser les choses, mais ça met aussi plus de pression. Ouais, forcément. Enfin, d'un côté, il y a une naissance, et de l'autre côté, bon, du coup, il y a la naissance, il faut que ça rentre aussi. C'est paradoxal, mais voilà. C'est paradoxal. Bon, j'étais au chômage, j'avais eu une proposition au mois de juin de mémoire, mais pour partir à l'étranger. À l'époque, c'était en Azerbaïdjan. Ok. Les conditions financières étaient intéressantes, mais enfin, j'espérais rebondir en Ligue 2. J'espérais avoir d'autres propositions, ce qui n'a pas été le cas. Et puis ma femme étant enceinte à ce moment-là, je ne souhaitais pas trop m'éloigner, trop nous éloigner à ce moment-là. Donc je suis resté sans club. Je me suis un peu entraîné en solo à l'époque. Puis après, je me suis entraîné avec un club de la région, Ok. avec Lyon-la-Duchère, qui était à ce moment-là en National 2, dans lequel j'avais quand même pas mal d'anciens coéquipiers, puisqu'ils étaient beaucoup à être passés par le centre de formation de l'OM. Mhm. Donc je me suis entraîné pendant 6 mois avec eux, Ok. ce qui m'a Ouais, bon, aussi, qui permis t'a permis de garder, entre guillemets, pas un certain niveau, mais voilà, un certain, au moins, un régime physique, quoi. de garder, bah, ne serait-ce que la difficulté quand tu es dans le foot, hein, tu peux t'entretenir tout seul, ça c'est pas le souci, physiquement tu restes à un niveau, mais tant que tu touches pas le ballon, il faut toucher le ballon avec les coéquipiers, quoi. Ouais, c'est ça. Faut être intégré à une équipe, voilà. Et puis à la fin de la saison, j'ai eu un contact avec Cannes, qui était en Ah oui, Cannes national à ce d'abord. Mm. moment-là, qui avait Mhm. fini, je crois, quatrième, juste derrière pas très loin de la montée, et qui souhaitait C'était le Cannes faire en un plus beau. un peu, voilà, un peu, ouais, tu allais le dire, mais un peu en plus nouvelle génération. Ils avaient pris Jérémy Gavanon, Yann Koller, Exactement, ouais, ouais. ouais. Il y avait Donc, Jérémy Gavanon, Yann Koller, Lilian Compan, des joueurs intéressants. Donc, ils avaient fait une bonne première saison. L'idée, c'était de se mêler à la montée. Puis après, le club a eu des soucis financiers, enfin, des soucis avec la DNCG, puisque on a été relégué administrativement un peu contre toute attente au mois de juillet, alors qu'on était en pleine préparation. ok, Du coup, des joueurs sous contrat n'étaient plus sous contrat, l'effectif n'était plus tout à fait le même. Donc, on est reparti en N2 à ce moment-là, avec des joueurs, un effectif un peu remanié par rapport à ce qui devait être prévu pour le national, avec, euh, avec comme entraîneur, j'ai perdu son prénom, mais l'ancien entraîneur de Reims, de Bordeaux, David Guillon, voilà, j'avais perdu ok. son prénom. euh, qui, qui avait des notions intéressantes. Donc voilà. Malheureusement, moi j'y suis resté 1 an. Avec David Guillon, c'était très bien passé la première partie de saison. La difficulté du championnat de N2, c'est qu'il faut être premier pour remonter. Donc, Ouais, c'est ça. C'est sauf si tu as la chance que tu es premier, que c'est une réserve qui le soit, mais exactement, c'est ça. il faut que tu aies la chance que ce soit qu'une réserve, quoi. Du, Exactement. du coup, tu pars. C'est vrai que j'avais complètement zappé ton petit passage à Cannes, mais Mon après c'est une passage à belle Cannes. année. Ouais, mais du coup, c'est vrai qu'après ça nous rappelle aussi le temps où justement Cannes avait essayé voilà, de faire quelque chose, et comme quoi, ben tout footballeur et même tout club, hein, ça se joue vraiment qu'à un fil pour beaucoup de choses. Et finalement, en fait, tu attaques ta trentaine à Vannes, du coup, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et comme tu l'as dit auparavant, hein, tu restes beaucoup dans les clubs, hein, donc tu es resté quasiment 5 ans avant à Lyon, tu restes 5 ans à Bastia, et il me semble que tu restes 4-5 ans aussi à Vannes, hein, c'est ça, avant, hein, avant de retirer du côté de ta région après. Alors du coup, je suis resté effectivement bon, longtemps à l'OL parce que c'est 11 saisons si on comprend tout, 5 années à Bastia, 1 an à Cannes. Après à Vannes, je suis resté 1 an et demi à peu près. Ok. C'est un Pensez peu plus plus, tu vois. court. Pensez plus.
Parce que voilà, Cannes, c'était pas forcément très stable et ça l'est pas toujours non Ouais. plus. Je signe à Vannes dans le courant du mois d'août. Donc changement climatique hein, pour Oui, le je coup me doute. Si Entre Vannes et Cannes. si toi tu étais habitué à Bastia, à Cannes et après tu vas à Vannes, oui, je pense que ça te fait, ou même Lyon, hein, qui est pas non plus une des pires régions, hein, une des pires régions de France pour ça, oui, je pense que oui, ça peut te faire un choc, oui. C'était un peu plus pluvieux, très agréable, mais un peu plus pluvieux. J'y reste 18 mois. Bon, globalement, j'ai un rôle mi-remplaçant, hein, mi-titulaire, j'alterne un petit peu. Puis après, il y a eu un changement d'entraîneur. Thierry Froger est arrivé. Puis un changement un peu de projet aussi. Donc, j'ai rompu mon contrat au début de ma deuxième saison. Et puis, je suis revenu dans dans la région à Chasselet, qui s'appelle maintenant Gol FC, qui a été un club de N2 puis de N1 l'année dernière, qui est revenu en Ouais. N2. Et j'y suis resté, j'ai terminé ma carrière, je suis resté 4 ans et demi. 4 ans, voilà. Il y avait bien un moment où tu restais 4 ans, plus de 4 ans C'est après. ça, c'est ça. Mais c'était du coup ta région. C'était pas tout à Du, fait dans le bon ordre. Non, c'était pas dans le bon ordre, mais on avait l'idée. Toi, dans l'ensemble, voilà, pour conclure, quand même, tu as quand même une carrière quand même assez riche, hein, allez, on dira, tu as dépassé le cap des 200, il me semble, tu as dépassé le cap des 200 matchs pro ou tout juste? Il me semble que oui, hein, vu que tu as quasiment 240 à Bastia, quasiment, plus après en comptant l'OL et un peu les autres. Ouais, je t'avoue que je sais pas du tout. J'avais les stats pour Bastia à peu près, 125, je crois, 125 matchs de Ligue 2. Mais après, je sais pas. Ouais, Ouais, après, bah, voilà, la fin de ma carrière était un peu. Une fois que je suis revenu dans la région, je pense, c'est- je glissais tout doucement vers la fin de ma carrière. J'ai arrêté en 2018. J'allais avoir 37 ans, donc je pense que ouais, j'avais fait le tour de de la ouais, question. voilà. Pour toi, tu avais fait le tour. Tu as eu quand même une très riche carrière. Malheureusement, après pour toi, bah, Bastia, on a connu mieux, mais en tout cas, tu as été un des soldats de ces années compliquées, hein. Pour moi, tu as été mon joueur de mon début d'adolescence. J'en parle avec beaucoup. On dirait que je suis niais si on me voit, si on me verrait, non, non, très heureux en tout cas d'avoir fait ce podcast avec toi. Et comme j'aime bien, comme je te l'ai teasé tout à l'heure, finir sur ça, si tu avais, en sachant que voilà, tu as joué avec énormément de joueurs, tu en as aussi affronté, si tu pouvais allez, je dirais pas un joueur parce que je pense que ça va être trop compliqué pour toi, mais genre un joueur qui t'a impressionné, un joueur qui t'a marqué, enfin, ou des joueurs qui t'ont impressionné ou marqué, hein, que ce soit techniquement ou dans les vestiaires ou autre, hein. Alors, le premier, bah, tu le connais parce que c'est un ancien Bastia, c'est Michael Essien. Ouais, Euh, très très Michael fort. Essien, Michael Essien, enfin, pour moi, c'est le joueur le plus complet, peut-être le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Alors, j'en ai à l'OL, notamment, j'en ai connu beaucoup, hein. On parle souvent de Juninho, parce que c'est une idole ici. Mais je me souviendrai toujours du jour où Michael est arrivé et son premier entraînement. Alors, parce qu'en plus, on a quasiment le même âge. Bon, il est impressionnant physiquement. Je me souviendrai de cet entraînement-là. On avait fait une sorte de conservation de balles. Et je me suis dit, ce joueur-là, mais il est phénoménal, quoi. Et une puissance incroyable, une qualité technique très haut niveau. Et puis, voilà, dans le vestiaire de l'OL, j'ai été encadré par Sidney Govou à gauche et Michael Essien à droite. Donc j'étais bien encadré. Mais c'est vraiment un joueur qui m'a marqué parce qu'il a une telle puissance aussi que il a fait des ravages après. C'est pas Bah, étonnant en première ligue. Donc c'est pas pour rien que c'est devenu une légende du foot, hein, et pas que africain. C'est devenu une légende du c'est foot par la ça. suite, hein. C'est devenu, C'est un joueur phénoménal. Et moi, je l'ai vu jouer à tous les postes quasiment. Enfin, je me souviens que le coach avait parfois fait jouer en défense centrale. Il avait fait peu de matchs, mais le peu de matchs qu'il avait fait, c'était incroyable. Au milieu, bon, on l'a tous vu, il marquait des buts, il est capable de tout faire. Donc lui, il m'a vraiment marqué parce que je me souviens de ce premier entraînement-là. Après, j'ai vu Eric Abidal aussi, qui était un joueur assez extraordinaire. Juninho, qui a marqué le club et qui est une légende de l'OL. Et puis après, dans d'autres,
des personnes assez extraordinaires aussi. Je pense à Flo Laville, que j'ai eu comme coéquipier à l'OL Ouais. Et à Bastia, du coup. et à Bastia, qui était un peu un de nos capitaines de route à l'époque. Et je pense que s'il se blesse pas la première saison, à un moment donné, sur la fin de saison, bah, On peut monter, je pense. Ouais. la finalité aurait été tout autre, je pense. Euh, voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs assez extraordinaires. J'ai la chance de les revoir un petit peu de temps en temps, parce que récemment, il y a eu un match des anciens de l'OL organisé pour faire un match un peu caritatif, en quelque sorte. Donc, Mhm. voilà, cette OL-là, auquel j'ai apporté ma petite pierre, a marqué l'histoire du De championnat de France, France. hein, ouais, tu peux le dire, hein. Tu Après, peux le dire parce que c'est le cas. donc ça, c'est une vraie fierté. Après, j'ai été aussi très fier de porter le maillot du Sporting, parce que c'est un maillot historique. On l'oublie parfois, mais c'est un club voilà, qui a vécu une finale de Coupe d'Europe et qui a Un quand des même une rares clubs ferveur, aussi, hein. un des Un des rares rares, clubs un dans des rares l'histoire du clubs, foot hein. français. Dans l'histoire du foot français, les finales de Coupe d'Europe, on les compte sur les doigts d'une main. C'est ça. C'est à pas oublier. Enfin, on se souvient tous de cette catastrophe, la catastrophe de Foriani, qui moi aussi m'avait marqué quand j'étais plus jeune. Donc, c'est quand même c'est un club historique. Malheureusement, j'ai pas marqué l'histoire dans le bon sens, parce que j'ai vécu une descente. J'aurais Malheureusement. aimé, mais enfin, j'ai été persuadé que ce club-là allait remonter, parce que quand le club a une base de supporters, une ferveur aussi importante, il finit toujours par remonter. C'est un club historique, donc faut espérer qu'il retrouve le plus haut niveau du Ça semble championnat bien. de Je veux France. pas m'emballer, mais ça semble bien parti. Et pour nous dire deux mots sur toi, voilà, après je te laisserai tranquille. On a dit 45 minutes, comme à chaque podcast, je dis 45 minutes, mais on n'arrive jamais à s'y tenir. On a tendance à déborder, c'est C'est sûr. ça, la passion est vite débordante. Et toi, si maintenant, voilà, pour parler un peu de toi et pour, voilà, même si on est là pour ça, pour te laisser la parole, est-ce que tu t'es reconverti ou qu'est-ce que tu en fais de voilà, de ta retraite, on dira post-foot? Tu as recommencé une reconversion professionnelle toujours dans le foot ou dans toute autre chose? Alors moi, je suis dans toute autre chose, alors qui peut être un peu qui est un peu lié aussi à ma carrière, puisque dans ma carrière, j'ai eu la chance de vivre du football déjà, euh, ce, ce qui est une vraie chance, et de devoir, voilà, placer un peu mon argent et penser à l'après-carrière. Donc, je me suis Forcément. reconverti dans le conseil en investissement, dans le conseil en gestion de patrimoine depuis la fin de ma carrière en 2018. Ok. J'avais identifié ce domaine-là, dans lequel je me suis formé sur mes 2 dernières années, pendant lesquelles j'étais encore joueur. Et puis après, j'ai embrayé sur une carrière comme ça, en créant mon propre cabinet de gestion de patrimoine, Ok, en donc tu as ton développant. propre cabinet. Tu es seul ou tu as des Exact. associés du coup? Non, non, là, je suis seul. Après, je fais partie d'un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, mais Ok, qui me bon, permet de travailler en équipe. au moins une belle reconversion avec, ben, on te le souhaite, hein, beaucoup de réussite en tout cas pour toi sur la Ouais, suite de ta merci. carrière. Je pense que il y a plus d'un footballeur qui devrait, quand on voit toutes les catastrophes, hein, enfin les catastrophes, on s'est compris, hein, mais toutes les histoires complètement folles qu'on peut lire et voir sur les footballeurs qui étaient richissimes et qui sont retrouvés sur la paille, eh ben, soit en claquant ou soit en se faisant escroquer, hein, pour certains. Mhm. Donc, ce serait pas plus mal s'ils écoutent ces podcasts et qui viennent te parler, qui viennent te Pas de souci. parler Ce avant, serait avec plaisir. avant l'heure. Mais Johan, en tout cas, mille merci. Ça a été un casse-tigre pour se connecter, pour savoir au début, mais on l'a enfin fait cette émission. Donc, mille merci en tout cas pour ton beau passage avec nous, avec moi du moins. Et mille merci en tout cas pour tout ce que tu as fait à Bastia. Moi, voilà, comme je t'ai dit, tu as été le 6 de mon enfance, hein, de mon adolescence, de tous ces moments durs de Bastia, mais on était présents jusqu'au bout. Toi, tu as donné aussi le maximum pour le club. Juste pour ça, merci à toi et merci pour ce podcast, Johan. Bah, merci beaucoup.
Bon, c'était un plaisir de parler de tout ça, de ma carrière et du Sporting. Moi, je continue de suivre assez attentivement, même si je vois pas tous les matchs, mais je suis les résultats de manière assez attentive et j'espère que le club aura l'opportunité d'accrocher quelque chose cette saison. En tout cas, je le souhaite. Et puis, je souhaite à Benoît, notamment, Benoît Tavenot, Est-ce que parce tu que le c'est connais du quelqu'un coup? ouais, que ce que je le connais. Donc, forcément, tu sais, quand tu connais quelqu'un dans le staff, tu souhaites toujours le meilleur quand tu as passé des bons moments avec ces personnes-là. Bah, c'est cool. Ben, mille merci. Merci à toi. Je te contacte en tout cas, je te recontacterai en message en tout cas dès que le podcast sort. Pas cette semaine parce que du coup il y a eu déjà un enregistrement, mais la semaine, normalement la semaine prochaine. Et on se tient au courant. Merci à toi, Johan. Bonne continuation et encore bonne chance ta reconversion. Bon, même si c'est pas encore une chance puisque elle est bien ancrée, mais en tout cas, bonne continuation à toi et à très bientôt. Ciao, ciao et forza Et Brescia. merci beaucoup. À bientôt. Merci, ciao, ciao.